nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Crime s'installe ce soir dans le sud de la France pour vous raconter 3 faits divers qui ont bouleversé toute une région. Crime en Occitanie, c'est tout de suite. Le 28 septembre 2011, à Chaumes, en Haute-Garonne, un témoin assiste à l'incendie d'une voiture dans une carrière. Il prévient les pompiers qui se précipitent sur place. Les soldats du feu parviennent à maîtriser l'incendie, mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Alertées, les forces de l'ordre inspectent le véhicule. Elles sont intriguées par une masse informe, calcinée, qui se trouve dans le coffre et se révèle être un corps humain. Alors, qui est la victime? L'incendie a-t-il été déclenché pour maquiller un crime? Et quel pourrait en être le mobile? Les enquêteurs vont immédiatement comprendre qu'on a affaire à une affaire criminelle, grave, dont les modalités d'exécution, de tir, de fusil, un corps calciné dans le coffre, laissent à penser à un règlement de compte d'un milieu mafieux. Le 31 juillet 2013, au petit matin, les pompiers de Rabastens de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées, reçoivent l'appel d'un homme paniqué. Il explique avoir retrouvé sa femme, Véronique, morte noyée dans la baignoire. Mais en se rendant sur place, les gendarmes de Tarbes comprennent très vite qu'il pourrait bien ne pas s'agir d'un simple accident domestique. Alors, qu'est-il arrivé à Véronique? Son mari a-t-il dit toute la vérité? Les enquêteurs ne vont pas tarder à découvrir que ce couple cache bien des secrets. Il a pété les plombs. Voilà, ce sont ses termes. Il dit j'ai pété les plombs, j'ai vu rouge. Le 18 août 2010, à Espalion, dans la vallée de l'Aveyron, les gendarmes reçoivent l'appel d'une femme en détresse. Elle explique avoir assisté impuissante au meurtre de son mari, Jean-Paul, 49 ans, au garage où il travaille. En arrivant sur les lieux, les forces de l'ordre vont s'apercevoir qu'un autre homme est également blessé. Alors, les deux hommes ont-ils été victimes du même tireur? Ou une altercation a-t-elle eu lieu entre eux? La femme de Jean-Paul va rapidement mettre les enquêteurs sur la piste d'une rivalité amoureuse. C'était des menaces devant plusieurs personnes. Je vais le plomber, je vais le tuer. Crime en Occitanie revient tout d'abord sur l'émouvante histoire de Jacques, un quinquagénaire dont le corps carbonisé est découvert dans le coffre de sa voiture. Voici ce récit inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le destin tragique de Jacques, un père de famille de 59 ans, retrouvé carbonisé dans le coffre de sa voiture. Un crime odieux dont le mobile n'est peut-être pas celui qu'on croit et qui va bouleverser la région occitane. Les enquêteurs vont immédiatement comprendre qu'on a affaire à une affaire criminelle, grave, dont les modalités d'exécution, de tir, de fusil, un corps calciné dans le coffre, laissent à penser à un règlement de compte d'un milieu mafieux. Nous sommes à Chaumes, en Haute-Garonne. Situé entre Toulouse et les Pyrénées, ce petit village est entouré de montagnes et quasiment coupé du monde. Il offre à ses habitants un cadre de vie exceptionnel, d'une grande tranquillité. C'est une région qui est très perdue et la population vieillissante, ce sont des villages qui sont essentiellement des villages de vacances maintenant. Il n'y a pas énormément d'habitants, mais en revanche, tout se sait et que le moindre bruit ou le moindre événement qui sort de l'ordinaire attire aussi l'attention.
Le 28 septembre 2011, à 23h45, les pompiers sont alertés par un riverain qui leur signale la présence d'une voiture en feu dans une carrière. Ils vont arriver sur place et effectivement, ce véhicule est en feu et ils vont essayer tant bien que mal d'éteindre l'incendie qui est plutôt en fin d'incendie d'ailleurs. Il y a un chien qui hurle à côté du véhicule et pas de traces de vie aux alentours. Les soldats du feu parviennent à maîtriser l'incendie. Les gendarmes de Bagnères de Luchon prennent alors le relais pour en identifier les causes et procéder aux premières constatations. Ils commencent donc par faire le tour du véhicule. Ils s'aperçoivent que dans le coffre, il y a une masse informe, calcinée. On pense immédiatement, en tout cas les secours pensent à un animal. Et ils font même venir un vétérinaire, et lequel confirme effectivement, a priori, c'est un animal. Il y a même un gendarme qui se hasarde à goûter, confirme qu'a priori il s'agirait d'un animal, d'un chevreuil, et brusquement, une main sort avec une montre au poignet. Alors, qui a mis le feu au véhicule? Quelle est l'identité de la victime retrouvée carbonisée dans le coffre de la voiture? Et l'incendie a-t-il été allumé volontairement pour maquiller un crime? À la gendarmerie de Bagnères de Luchon, après la découverte d'un cadavre dans une voiture incendiée, les enquêteurs commencent par rechercher le propriétaire de la voiture grâce à son numéro d'immatriculation. La voiture appartient à un prénommé Jacques, qui est un habitant de Franche-Comté, en Haute-Saône plus précisément. Il habite à Ronchamp, donc ça c'est clairement établi puisque la carte grise de la voiture est à son nom. Une expertise ADN vient alors confirmer que la victime est bien le propriétaire du véhicule, le fameux Jacques. Donc il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années, séparé, père de famille, mais c'est surtout son casier judiciaire qui interpelle puisqu'il a été condamné à de lourdes peines pour trafic de stupéfiants. C'est un homme qui a eu une activité délinquante, hein. Ce n'est un secret pour personne à ce moment-là, qui a fait plusieurs années de prison et qui manifestement, et rapidement on va recueillir des témoignages, pouvait continuer à œuvrer dans le trafic de stupéfiants et faire des transports entre l'Espagne et la France. Pourtant, malgré ce passé de hors-la-loi, Jacques n'en restait pas moins un homme aimé par ses proches. En apprenant sa mort, ils sont sous le choc. Johnny, l'un de ses meilleurs amis, se souvient de cette terrible nouvelle. Ça m'a vraiment affecté. Et ça m'a vraiment fait du mal parce que Jacques, malgré ce qu'il faisait, il était vraiment partie de ma vie, comme un grand frère. Il m'a fait découvrir des choses que dans ma vie, je n'avais jamais découvert. Il m'a emmené partout. Le 5 octobre 2011, 5 jours après la macabre découverte, une autopsie est réalisée sur le corps de Jacques. Le médecin légiste détermine alors les causes de la mort. Il va s'avérer que le décès est consécutif, bien sûr, à l'incendie, aux brûlures, mais avant cela est consécutif à 2 orifices qui vont correspondre à des tirs d'armes à feu. Pour les enquêteurs, l'incendie a donc servi à maquiller le crime. On présume effectivement qu'il a d'abord été tué, puis placé dans le véhicule qui a été calciné. On va d'ailleurs découvrir qu'il y a eu un accélérateur de combustion qui a permis de faciliter l'incendie. Les enquêteurs vont immédiatement comprendre qu'on a affaire à une affaire criminelle grave, dont les modalités d'exécution de tir, de fusil, un corps calciné dans le coffre, laissent à penser à un règlement de compte d'un milieu mafieux. Cet homme n'avait pas le profil, j'allais dire, du citoyen lambda. Il avait un style de vie qui était propre, il avait des fréquentations et des contacts qui étaient nécessairement
compliqué, voire dangereux. Une enquête pour homicide est alors ouverte. Le 12 octobre 2011, un mois après la mort tragique de Jacques, une perquisition est menée à son domicile de Ronchamp, à plus de 800 km du lieu où a été découvert le corps. Les enquêteurs vont trouver à son domicile un certain nombre d'éléments qui vont conforter cette première hypothèse d'un règlement de compte, puisqu'on va trouver plusieurs puces téléphoniques, on va retrouver pas mal d'éléments qui laissent à penser que, effectivement, celui-ci s'adonne encore au trafic de stupéfiants. Mais une nouvelle découverte pourrait bien mener les enquêteurs sur une autre piste. Ils vont retrouver également au domicile de Jacques un papier sur lequel est inscrit un numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone avec une inscription en dessous, le prénom d'une femme, Farah. Alors, s'agit-il bien d'un règlement de compte ou le mobile est-il tout autre? Qui aurait pu commettre un crime d'une telle sauvagerie? Et surtout, qui est cette mystérieuse Farah? A-t-elle un lien avec la mort de Jacques? Le 10 octobre 2011, 2 semaines après les faits, la piste d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants est privilégiée. La juridiction interrégionale, spécialisée de Bordeaux, est donc saisie et l'enquête est confiée à la PJ de Toulouse. Les enquêteurs vont relever les indications données par les bornes téléphoniques, ils vont reconstituer le chemin effectué par Jacques, ils vont s'apercevoir qu'il revenait d'Espagne et qu'il passait par le sud de la France jusqu'à ce que son trajet s'arrête vers Chaumes. Pour en savoir plus sur les activités de Jacques, les gendarmes interrogent alors son entourage. Les enquêteurs interrogent les proches, lesquels confirment que finalement, il avait replongé dans le trafic. Il envisageait de faire un dernier coup avant de se ranger. Il revenait d'Espagne pour ça. On a parlé de 20 000 euros, hein, mais on n'a jamais retrouvé la somme. Cette importante somme d'argent est-elle à l'origine du drame? Au fil des auditions, un élément finit par attirer l'attention des enquêteurs. Les proches parlent également d'une conquête amoureuse qu'il envisageait de récupérer sur le chemin du retour pour la ramener chez lui en Haute-Saône. Une conquête mystérieuse dont Jacques avait parlé à son ami Johnny. Il m'a dit, voilà, j'ai rencontré une femme qui est vraiment bien. Il ne m'a jamais trop dit, juste qu'il connaissait quelqu'un de très bien, qu'il allait nous faire une belle surprise, voilà. Qu'il va nous ramener quelqu'un de bien, mais il restait un petit peu dans le secret. On ne savait pas tout. Là, il était vraiment tombé amoureux. Ouais. Et ça se sentait, ça se voyait, il ne le cachait pas en tout cas. Puis il ne pouvait pas le cacher. Il était sur un petit nuage, il marchait sur des talons. Ouais. Cette femme, c'est Farah, 37 ans, celle dont le numéro de téléphone avait été retrouvé au domicile de Jacques. Ce qui interpelle par la suite les enquêteurs, c'est que cette femme habite non loin, est domiciliée non loin du lieu où on a retrouvé le corps. Du coup, ça amène les enquêteurs, logiquement, à aller fouiller cette piste. Les gendarmes observent alors à la loupe les relevés téléphoniques de Jacques le jour de sa mort, pour savoir s'il est entré en contact avec cette fameuse Farah. Et ils font une découverte troublante. Ils vont se rendre compte qu'il y a énormément d'échanges téléphoniques avec le téléphone portable d'un certain Cyril. Ils vont s'intéresser à cet individu, à ce fameux Cyril. Ils vont rapidement découvrir que Cyril était à la maison d'arrêt de Tarascon en même temps que Jacques dans les années 2009-2010 et que, coïncidence, celui-ci habite à proximité du lieu de découverte du véhicule incendié et, autre coïncidence, il vit avec une dénommée Farah. Mais alors, s'agirait-il plutôt d'un crime passionnel? La jalousie serait-elle à l'origine du drame? Farah et son compagnon Cyril ont-ils joué un rôle dans la mort de Jacques? À la PJ de Toulouse, suite aux derniers éléments d'enquête,
la piste d'un crime passionnel est désormais privilégiée. Les gendarmes diligentent alors une enquête de personnalité sur Farah, 37 ans, et mère de 3 enfants. Farah, c'est un personnage extraordinaire au sens étymologique du terme. C'est une femme qui vient des Comores, qui est décrite comme un personnage très particulier, mythomane, affabulatrice, manipulatrice, séductrice, qui multiplie les conquêtes masculines et qui multiplie également des ruptures qui sont toujours sulfureuses avec tous ses anciens amants. Les enquêteurs s'intéressent également de près à son compagnon, Cyril, qui est la dernière personne à avoir eu Jacques au téléphone avant sa mort. Cyril, il a 50 ans, il a 3 enfants, il a rencontré cette Farah en milieu carcéral. Car la jeune femme a pour habitude de se rendre régulièrement en prison pour voir certains de ses proches enfermés. C'est là que Cyril est tombé sous son charme. Et leur relation s'est développée à sa sortie. Ils se sont mis en concubinage tous les deux. Bon, ils sont libertins. Lui vit de cambriolage. Voilà, il est tombé pour ça. Et ils envisagent tous les deux de monter une affaire de sex shop, voilà, de vente d'objets érotiques. Ce couple sulfureux intrigue les enquêteurs. En creusant dans le passé de Farah, les gendarmes font alors des découvertes plus que troublantes. Ils vont très rapidement s'apercevoir qu'un de ses anciens compagnons a été condamné pour assassinat parce qu'il avait tué et assassiné un individu, en l'occurrence l'amant de Farah, en l'ayant mis ensuite dans le coffre de son véhicule et en ayant incendié le véhicule, ce qui ressemble quand même énormément aux faits qui nous concernent. Devant une telle coïncidence, le couple est aussitôt placé sur écoute. Les gendarmes sont alors déconcertés par les conversations totalement décousues de la mère de famille. À chaque fois, elle raconte un peu n'importe quoi sur sa vie. Elle y parle de cancer généralisé, d'une jumelle à elle qui serait morte quand elle était jeune. Quant à Cyril, au fil des mois, il montre de plus en plus de signes de fragilité. Ils vont s'apercevoir qu'il y a une activité inhabituelle avec un Cyril qui est stressé, qui ne dort plus. Alors, le 9 octobre 2012, plus d'1 an après les faits, les gendarmes toulousains décident de placer Cyril et Farah en garde à vue. La jeune femme est la première à être entendue. Elle va déclarer aux enquêteurs qu'elle a eu une relation sexuelle avec Jacques quelques jours avant, à l'hôtel, à côté de son domicile. Et elle va indiquer, selon elle, que Cyril va apprendre cette relation et va, par jalousie, par passion, venir tuer Jacques. Pourtant, dans le bureau d'à côté, Cyril livre une toute autre version des faits aux enquêteurs. Lui nie toute implication, il explique qu'il voyait Jacques régulièrement, que tout allait bien entre eux, qu'il n'y avait pas de raison qu'il lui veuille du mal, et qu'elle, effectivement, entretenait des relations extra-conjugales, si on peut parler comme ça, dans un couple libertin, mais en tout cas, qu'il n'y avait pas de souci avec ça. Pour lui, ça ne lui posait pas de problème. Mais les gendarmes ne sont pas convaincus et ne comptent pas en rester là. Les enquêteurs lui mettent la pression et lui change de version et reconnaît qu'il est bien allé sur la scène de crime, mais à la demande de Farah, qu'il l'a appelé pour qu'il vienne l'aider à transporter le corps et à le faire disparaître. À l'issue de leur garde à vue, Cyril et Farah sont tous deux mis en examen pour meurtre, commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. Ils sont alors immédiatement placés en détention provisoire. Mais alors, qui dit la vérité? Farah ou Cyril? Lequel des deux amants a tué Jacques? Et quel est le vrai mobile de ce meurtre?
Toulouse, le 26 avril 2013, après avoir passé 7 mois en détention provisoire, Cyril demande à être réentendu par les enquêteurs. Il a des révélations à faire. Il va avouer avoir tiré les 2 coups de feu qui vont entraîner la mort de Jacques. Si l'homme de 50 ans passe à table, il met à nouveau en cause sa compagne. Farah se serait plainte de présumés SMS tendancieux que Jacques, la victime, aurait adressés à sa fille à elle. Des SMS tendancieux à caractère sexuel. Et à partir de là, elle va, dans un certain esprit de manipulation, va attiser la haine de Cyril en lui expliquant que la victime est un pédophile, qu'il n'arrête pas d'envoyer des SMS à sa fille aînée, que c'est scandaleux, qu'il faut en finir, qu'il faut lui faire peur, il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse. Et c'est comme ça que pendant de nombreux jours et de nombreuses semaines, elle ne va pas arrêter d'harceler et de manipuler Cyril afin que le soir des faits, celui-ci vienne avec l'intention non pas de tuer, mais de faire peur à Jacques. Selon Cyril, Farah aurait ensuite échafaudé un plan pour attirer Jacques dans un endroit isolé. Elle va le faire venir dans cette clairière en expliquant à Cyril « Je vais dire à Jacques ce que je lui reproche du fait d'avoir récupéré le téléphone de ma fille et des échanges de SMS. Je vais lui dire ce que j'en pense, qu'il faut qu'il arrête. Et si ça tourne mal, toi tu restes là et tu interviens pour me protéger. » Caché derrière un buisson, Cyril aurait alors observé la scène. Mais après quelques minutes, une bagarre se serait déclenchée dans la voiture entre Farah et Jacques. Et là, il va jaillir, sortir. Jacques va être surpris de voir Cyril là et va s'en suivre. Jacques va sortir du véhicule automobile, Farah aussi, et Cyril va alors tirer un coup de feu dans la voiture et 2 coups de feu qui vont mortellement atteindre Jacques. Pour prouver sa bonne foi aux enquêteurs, Cyril leur livre une information capitale. Donc il indique avoir jeté l'arme du crime, donc un fusil, dans la Garonne, et les enquêteurs effectivement vont le retrouver, les plongeurs vont plonger, vont retrouver l'arme. Face à ce revirement de situation et aux aveux de Cyril, le 12 septembre 2013, presque 2 ans après les faits, les enquêteurs décident de confronter le couple diabolique. Farah change alors de version. Elle explique qu'elle avait un rendez-vous avec Jacques ce soir-là, que Jacques était son amant, c'est ce que disent les témoins, et que, alors qu'ils sont dans la voiture, à la carrière de Tunis, Cyril aurait effectivement surgi avec un fusil, qu'elle serait sortie de la voiture et que, effectivement, elle dit qu'elle n'a rien vu de précis. Elle entend les coups de feu. La mère de famille indique avoir ensuite suivi les ordres de son compagnon par peur des représailles. Ensuite, elle dit que Cyril l'oblige à l'aider à mettre le corps dans la voiture. Elle explique qu'il est extrêmement agressif, qu'il la gifle à plusieurs reprises et qu'il la menace de s'en prendre à ses enfants si elle ne s'exécute pas et si elle ne l'accompagne pas et elle ne l'aide pas à procéder à l'incendie du véhicule et à la disparition, enfin faire disparaître les traces de l'acte criminel. Mais alors, qui dit vrai? Cyril a-t-il agi par pure jalousie ou a-t-il été manipulé par Farah? Le procès à venir permettra-t-il de démêler le vrai du faux? Le 16 janvier 2016, 4 ans après les faits, le procès de Cyril et Farah s'ouvre à la cour d'assises de Gironde. Sur le banc des parties civiles, les proches de Jacques veulent enfin savoir ce qui s'est passé ce fameux soir du 28 septembre 2011. Le premier objectif, c'est essayer d'avoir une information complète sur ce qui s'est exactement passé pour en arriver là. Mais également en remontant un petit peu dans la chronologie, de savoir exactement quelles étaient
les éléments préparatoires, c'est-à-dire de connaître le contexte dans lequel s'est inscrite la fin de Jacques. Et lorsque Farah arrive dans la salle, elle ne manque pas d'attirer l'attention. On est d'abord très surpris de la présentation de Farah, qui effectivement est décrite pendant l'enquête et l'instruction comme étant une jeune femme sulfureuse, mettant ses attributs en avant, proposant des relations sexuelles à tout va. Et on voit arriver dans le box des accusés une jeune femme qui porte un col roulé et un chapelet en bois autour de son cou, chapelet qu'elle prend dans sa main à chaque fois qu'elle répond à une question du président. Entre les deux prévenus, c'est la guerre froide. Les deux anciens amants s'ignorent totalement. Pendant tout le temps du procès, ils sont assis à côté dans le box des accusés, mais ne vont échanger aucun regard, aucune parole. Chacun campe sur sa version des faits. Les deux ex-conjoints continuent de se rejeter mutuellement la responsabilité du meurtre de Jacques. Les accusés vont se renvoyer la balle au cours du procès. Cyril, accusant Farah de l'avoir manipulé, il se présente un peu comme le pantin entre les mains de Farah qui lui aurait dicté son comportement. Quant à la jeune femme, elle continue de nier son implication, sans pour autant apporter de vraies réponses. Farah, tout au long du procès, va encore une fois changer de version entre le premier jour et le dernier jour du procès et venir alimenter l'intégralité des débats d'une quantité de mensonges qui vont venir se confronter les uns avec les autres et démontrer que cette jeune fille est manifestement perturbée et capable de beaucoup de choses. Après une semaine de débat, Cyril est condamné à 20 ans de réclusion criminelle et Farah, malgré ses dénégations, à 18 ans. On condamne le rôle qu'elle a eu, qui est un rôle de complice par instigation, et tout ce que décrit Cyril et ce que le dossier révèle va convaincre les jurés que cette femme a un rôle essentiel dans la genèse et dans l'assassinat de Jacques. Mais Farah fait appel, et en octobre 2017, sa peine est confirmée. Quant à Cyril, il est finalement condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Aujourd'hui, à Mulhouse, les proches de Jacques tentent d'oublier ce drame. Mais pour ses enfants, et notamment son fils, cette tragique disparition restera à jamais une plaie ouverte. C'était une image paternelle très forte. C'était un repère incontestable, même si les contacts étaient épisodiques et les circonstances du décès ont été particulièrement difficiles à digérer. Et je sais que régulièrement, il me dit, ben voilà, moi j'ai ma vie à organiser, j'ai ma vie à mener, à gérer, mais pour l'instant, j'ai une espèce de blessure ouverte et celle-là, elle ne se terminera, ou en tout cas, elle ne se cautérisera que lorsque la procédure sera terminée. Crime en Occitanie vous propose maintenant de revenir sur le terrible destin de Véronique, une mère de famille de 49 ans, retrouvée sans vie à son domicile de Buzon. Un document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire tragique de Véronique, une mère de famille de 49 ans qui va voir son destin basculer en une poignée de secondes. Un crime brutal sur fond de violence conjugale qui a bouleversé tout un village. Il a pété les plombs. Voilà, ce sont ses termes. Il dit j'ai pété les plombs, j'ai vu rouge. Nous sommes à Buzon, dans les Hautes-Pyrénées. Dans ce petit village occitan de 90 habitants, la population profite du climat pyrénéen, loin du tumulte de la ville,
et de ses préoccupations. C'est un petit village un peu perdu au milieu de nulle part. Il faut à peu près 30 minutes pour y venir depuis Tarbes, donc c'est véritablement le bonheur au milieu du pré. Buzon, c'est un village tout à fait calme. Ici, c'est principalement activité agricole. Pourtant, le 31 juillet 2013, il est 10h40 du matin, lorsque les pompiers occitans reçoivent un appel, pour le moins inquiétant. Le CODIS de Tarbes reçoit un appel au secours d'un homme qui nous apprend que sa compagne, son épouse, serait morte noyée dans la baignoire. À l'autre bout du fil, Pierre, un retraité de 65 ans, peine à garder son calme. L'homme porte toutes les traces au niveau de sa voix d'une personne vraiment en état de grande panique. Effectivement, les services de secours conseillent par des moyens simples, des indications simples, à ce dernier de porter secours à la victime et de lui pratiquer donc des gestes de réanimation. Il demande à Pierre de pratiquer un massage cardiaque sur sa femme en attendant les secours. 20 minutes plus tard, les pompiers de Rabastens arrivent enfin au domicile du couple. Mais il est trop tard. Véronique, 49 ans, est décédée. Les sapeurs-pompiers constatent que la victime est allongée sur le dos dans la chambre à coucher. Déjà, il voit que la personne n'est plus en état de conscience. Alors, que s'est-il passé au sein de cette maison de campagne? Véronique s'est-elle réellement noyée accidentellement? Ou la réalité est-elle beaucoup plus sordide? À Buzon, les gendarmes de la brigade de recherche de Tarbes arrivent à leur tour sur les lieux du drame. Ils interrogent alors Pierre, le mari de la victime, qui déclare avoir retrouvé sa femme inanimée dans la baignoire en rentrant des courses. Il leur explique qu'il a paniqué, qu'il a voulu sortir sa femme de la baignoire, qu'elle était tombée dans la baignoire et qu'il l'a mise sur le lit et qu'ensuite il n'en sait pas plus. Mais un détail ne manque pas d'interpeller les enquêteurs. Véronique est vêtue d'un peignoir soigneusement enveloppé donc, à son corps, mais également qu'elle porte une serviette autour de la tête. Circonspects, les gendarmes retirent la serviette pour mieux examiner la victime. Ils constatent alors avec stupeur que Véronique présente des plaies importantes. Elle porte des blessures à la tête, sur la partie supérieure du crâne, quelques blessures également sur la partie avant du thorax. Intrigués, les enquêteurs poursuivent leurs investigations au sein du domicile. L'eau de la baignoire, visiblement, a été vidée. Il y avait du sang. Les gendarmes de la brigade recherche de Tarbes émettent déjà des doutes sur la réalité d'une noyade accidentelle, mais ils ne lui en parlent pas. Pierre est alors emmené au poste de gendarmerie pour être entendu plus longuement. En parallèle, les forces de l'ordre s'intéressent de plus près au profil de Véronique. La clé de l'énigme se trouve peut-être dans l'histoire de cette mère de famille de 49 ans. C'est une dame qui est née en Belgique. Elle a été adoptée par un couple de Bretons avec son frère. Ils vont passer une enfance et une adolescence heureuses dans cette zone donc de la Bretagne. Puis, Véronique décide de s'engager dans l'armée française. Elle rencontre à l'occasion de son activité donc son premier époux, avec qui elle va avoir donc un enfant tout d'abord. Et le couple fait le choix aussi d'accueillir au sein de leur foyer un autre enfant, cette fois par la voie de l'adoption. Mais malgré l'arrivée de Scott et de Joséphine, Véronique et son mari finissent par divorcer. Ce n'est que quelques années plus tard que la mère de famille, alors esseulée, retrouve le chemin du bonheur.
Elle a 15 ans de moins que Pierre. Elle le rencontre, c'est l'espoir d'un amour nouveau, d'une renaissance. Elle le rencontre sur son lieu de travail. D'ailleurs, Joséphine, sa fille, qui a aujourd'hui 21 ans, se souvient des prémices de leur idylle. Elle était caissière et en fait elle avait une photo de moi qui faisait de l'équitation et vu que lui était prof d'équitation, ils ont déclenché la discussion. Il a proposé à ma maman de me faire un stage d'équitation, elle a accepté et puis j'y suis allée et après ça ils se sont revus. Quand elle a rencontré Pierre, elle était très amoureuse, oui, je l'ai vue et elle me l'a dit. D'autant plus que le couple partage un amour commun pour l'histoire de France. Ils ont une passion effectivement pour Marie-Antoinette. Cela peut prêter à sourire. Pour autant, lorsque l'on se rend dans leur maison, il y a ce charme désuet, comme une maison fixée dans le temps, dans un ancien temps, un temps révolu. Une maison où ils auraient fermé les volets et où ils n'auraient pas laissé rentrer la lumière. Si bien que dans le village, le couple se fait discret. C'était une famille qu'on ne connaissait pas, très casanière. Bon, madame, je ne l'ai jamais vue, Véronique, je ne l'ai jamais vue. Mais derrière les murs de leur maison, Pierre et Véronique font face à des difficultés. Véronique est malade. Pierre le sait. Véronique souffre de fragilité. Elle est ce qu'on appelle parfois bipolaire. Alors, vous savez, ce sont des moments d'extrême léthargie, de longues périodes de dépression, suivies de plus courtes périodes d'excitation. Pour en savoir plus sur le jour du drame, les enquêteurs de la brigade de recherche de Tarbes procèdent à une enquête de voisinage. Il y a deux voisines qui habitent en face de chez Pierre et Véronique et qui ont entendu des cris. Des cris qui ont percé la tranquillité de ce village, les cris d'une femme, des cris de douleur, des cris d'appel. Et ensuite, la voisine qui habite en face de chez Pierre l'a vu se partir en voiture. Les soupçons des enquêteurs envers l'homme de 65 ans se renforcent. Alors, quelles sont les circonstances exactes de la mort de Véronique? Pierre a-t-il dit toute la vérité aux enquêteurs? Et ces derniers parviendront-ils à étayer leur intuition? À la gendarmerie de Tarbes, 2 heures après la découverte du corps de Véronique, son mari, Pierre, est placé en garde à vue. Pour mieux cerner sa personnalité, les enquêteurs se penchent alors sur son histoire. Il est le second d'une fratrie de 4 enfants. Son père est un passionné d'équitation. Il a, paraît-il, un manège qui, d'ailleurs, était un manège réputé sur la région parisienne. C'est un homme qui va très rapidement grandir dans l'admiration de son père et qui va marcher dans ses pas, dans la nécessité, dans la vocation de dédier sa vie au monde du cheval. Ainsi, Pierre devient un cavalier confirmé et moniteur d'équitation. Mais l'amoureux des chevaux, pleinement investi dans l'entreprise familiale, ne va pas tarder à tomber de haut. Son père, qui avait une écurie très réputée au niveau national, décide en quelque sorte de le déshériter. Et à partir de là, ça a été une espèce de descente aux enfers pour lui. Il a enchaîné petit boulot sur petit boulot, alors qu'il avait une très belle formation de sellier bourrelier. Et cela va affecter sa vie personnelle, déjà bien mouvementée. Car si après 2 divorces et une fille issue de son 2e mariage, Pierre retrouve l'amour dans les bras de Véronique, la belle idylle tourne rapidement au cauchemar. Les relations se sont dégradées. Quand on a commencé à déménager pour suivre Pierre dans ses boulots différents, parce que Pierre ne s'entendait pas avec les patrons, il y avait toujours quelque chose, donc du coup on était toujours obligés de trouver un autre boulot et de déménager. Et puis du coup les boulots différents, l'argent qui manque, du coup elle est partie en dépression et ça s'est encore plus dégradé. Pour les gendarmes tarbais,
Il est temps d'auditionner l'homme de 65 ans. Sa version des faits ne collant pas avec les premiers éléments de l'enquête. Il est sommé de s'expliquer à nouveau sur les circonstances du drame qui a coûté la vie à sa femme. Selon son récit, il la découvre inanimée dans la baignoire, puis il la traîne, entre guillemets, par les bras jusque dans la chambre où il l'installe. Là, il aurait tenté, nous dit-il, un bouche à bouche, mais le médecin n'y croit pas. Pourquoi ? Elle porte des blessures importantes à la tête et il n'explique pas les circonstances de ces blessures, des blessures qui sont incompatibles avec l'hypothèse d'une noyade. D'autant plus que les résultats de l'autopsie pratiquée sur le corps de Véronique viennent d'arriver sur le bureau des enquêteurs. Et ils sont formels. Aucune trace d'eau n'a été retrouvée dans les poumons de la victime. Il ne peut donc pas s'agir d'un accident domestique. Véronique s'est pas du tout noyée, mais a été tuée effectivement par un objet lourd et tranchant. Elle a reçu 3 coups, un quasiment de face et les 2 autres plus de côté, ce qui prouve que le premier coup était largement mortel déjà. Donc les 2 autres coups étaient inutiles, entre guillemets, étaient inutiles, mais ont été portés et avec une extrême violence. Il y avait aussi des lésions de défense sur les avant-bras, donc visiblement elle avait aussi cherché à se défendre, mais elle a aussi visiblement essuyé des coups, elle a sans doute tenté de se protéger. Pour la famille de Véronique, c'est un véritable cataclysme. Joséphine, sa fille de 17 ans, tenue à l'écart depuis le début de l'enquête, est sous le choc. C'est les journaux qui m'apprennent comment maman est décédée. Là, je suis un peu démunie. En fait, je suis en colère de l'apprendre par les journaux et pas qu'on me l'ait dit vu que je suis la fille. Et puis après, je suis un peu tombée de haut. Alors, pour quelles raisons obscures l'homme de 65 ans a-t-il menti? Les enquêteurs sont-ils face à un crime passionnel? Et surtout, Pierre finira-t-il par dire toute la vérité? À la gendarmerie de Tarbes, les enquêteurs de la brigade de recherche continuent d'interroger Pierre afin de trouver le fin mot de l'affaire. Et ce n'est qu'au bout de sa 3e audition de garde à vue que l'homme passe finalement aux aveux. Pierre raconte aux gendarmes que ce matin-là, il s'est levé très tôt pour conduire son beau-fils sur son lieu de travail à Tarbes. Il avait prévu d'acheter plusieurs objets, des revues, etc. pour les ramener à son épouse. Il s'aperçoit qu'il n'a plus d'argent de poche sur lui, donc il revient. Il revient sur place. Véronique est encore couchée. Le sexagénaire s'approche alors de son épouse. Ce 31 juillet 2013, c'est le 4e anniversaire de leur union conjugale. Il vient le plus innocemment du monde lui souhaiter un joyeux anniversaire, il pense lui être agréable et en réalité, il déclenche un torrent d'insultes, de propos extrêmement humiliants. Comme il le fait souvent, il tourne les talons. Pierre indique aux forces de l'ordre s'être ensuite fait un café, puis coulé un bain, avant de sortir de la maison pour déboucher l'écoulement des toilettes à l'aide d'une pelle. Mais son épouse le rappelle vite à l'ordre. Il la rejoint donc dans la chambre. Véronique se met à lui hurler dessus, d'après ses dires. Hein. Le traite de feignant alors qu'il vient de déboucher une conduite. Le traite de gros dégueulasse parce que ses chaussures, évidemment, sont maculées de boue après le travail qu'il a fait, alors que c'est lui qui assure l'entretien du ménage, qui fait la cuisine, puisque Véronique ne fait rien. Pierre dit que sa femme qui le traite de feignant, que ce terme-là de feignant ravive en lui une souffrance terrible et qu'il faut la faire taire. Il faut qu'elle arrête de le faire chier, ce sont ses termes. Toujours la pelle à la main, le retraité ne parvient plus à garder son sang-froid. Pierre indique qu'il est pris d'un accès de violence, qu'il a pété les plombs. Voilà, ce sont ses termes. Il dit j'ai pété les plombs, j'ai vu rouge.
et il la frappe. Et il la frappe plusieurs fois, avec force. Véronique s'effondre. Pierre prend alors son pouls et réalise que son épouse est morte. Il panique. Il décide alors de maquiller son crime. Déshabille sa femme, la traîne jusqu'à la salle de bain et la bascule dans la baignoire déjà remplie d'eau. Et il la laisse immerger dans son bain alors qu'elle est en sang. J'ose imaginer un bain rouge de sang. Et il partira pour se fabriquer des alibis. Il a pris son véhicule, il a fait mine d'aller racheter des journaux, il est allé dans un magasin de bricolage, il est allé payer quelques factures, puis est revenu. À son retour, Pierre appelle les secours avant de vider la baignoire et de mettre son épouse sur le lit. Face aux enquêteurs, l'homme de 65 ans affirme regretter son geste et avoir simplement voulu faire taire Véronique et non la tuer. Il aurait agi de manière impulsive. Lorsque les gendarmes appréhendent l'appel, ils se rendent compte qu'en réalité, elle a été mal nettoyée. Donc il y a encore de l'ADN. Donc par voie de conséquence, c'est un crime non préparé, un crime improvisé. Mais c'est surtout l'œuvre d'un homme qui a agi ensuite dans une précipitation et dans une désorganisation totale. La préméditation n'est donc pas retenue. Pierre est mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Alors, le retraité est-il vraiment un homme malmené psychologiquement? Ou se cherche-t-il des excuses? Comment en est-il arrivé là? À la gendarmerie de Tarbes, pour comprendre ce qui a pu déclencher un tel drame, les enquêteurs creusent la vie du couple Pierre et Véronique. Une relation amoureuse qui a subi de plein fouet la maladie de la mère de famille, bipolaire. Elle a un caractère marqué. Depuis petite, elle est volontaire, elle était sérieuse, mais aussi ses troubles ont accentué ce caractère autoritaire. Selon Pierre, Véronique se comporte en véritable dictatrice au sein du foyer et le pousse à bout. D'autant plus qu'à la suite d'un accident de travail, le sexagénaire, blessé au genou, doit mettre un terme à sa carrière équestre et passe donc tout son temps à la maison. C'est complexe pour lui à gérer. Et à un moment donné, on peut comprendre que ça devenait lourd. Il faisait du mieux qu'il pouvait. Parfois, il faisait mal. Parfois, il donnait le meilleur de lui-même. Et parfois, effectivement, il n'en pouvait plus. Et il fait part qu'à cette période-là, il y avait des disputes, il y avait des scènes de reproches, de remarques qu'il vivait très difficilement. Au quotidien, Pierre endure les critiques de sa femme et finit par sombrer. C'est un homme battu psychologiquement. Il est chaque jour victime de ces mots qui blessent, de ces mots qui font mal et de ces mots qui, petit à petit et à mèche lente, tuent votre ego. Cet homme n'a finalement plus aucune estime de lui, puisqu'il entend tous les jours qu'il est un bon à rien, qu'il ne fiche rien, qu'il ne vaut rien. Or, qui fait tourner la boutique? Certainement pas elle, qui passe le plus clair de son temps dans son lit. Mais il lui appartenait tout simplement de divorcer. Mais du côté des proches de Véronique, le son de cloche n'est pas le même. Selon Joséphine, sa fille de 17 ans, son beau-père n'est pas la victime qu'il voudrait faire croire. C'est dur d'entendre Pierre dire que c'était le soumis, le pauvre petit, alors que pas du tout, qu'il disait pas toute la vérité et que oui, moi j'avais vécu au quotidien avec eux et que je savais comment il était. Il était capable de tirer le frein à main en pleine route parce qu'il n'était pas content. J'ai déjà eu une fois peur parce que c'était un embrouillé et il m'avait dit qu'il me tuerait. Donc j'avais pas voulu monter dans la voiture pour qu'il m'amène à l'internat. Au sein du couple, les problèmes se multiplient. Pierre et Véronique croulent sous les dettes et les relations de chacun
avec les enfants de l'autre, sont loin d'être au beau fixe. Je dirais que c'est une famille recomposée en état de totale décomposition. Parce qu'on comprend bien que la présence des enfants de l'un et de l'autre est un obstacle majeur à la pérennité de ce couple. Pierre n'aime pas et ne supporte quasiment pas les deux enfants de Véronique, tandis qu'elle ne supporte pas non plus l'enfant de sa première union. Entre Pierre et le fils de Véronique, la tension est à son comble. Si bien que moins d'un an avant le drame, ce dernier finit par lever la main sur son beau-père. En 2012, à l'automne 2012, le beau-fils de Pierre est condamné par le tribunal correctionnel de Tarbes pour des faits de violence sur la personne de Pierre, quelques semaines auparavant, et des faits de violence assez sérieux, en vertu desquels le tribunal correctionnel a dit « Nous ne vous envoyons pas en prison, mais attention, vous avez interdiction d'entrer en contact avec Pierre, vous avez interdiction de vous rendre au domicile de Buzon. » Que se passe-t-il? Moins de 6 mois après les faits, le beau-fils vient s'installer à la maison. Pour Pierre, c'en est trop. Le sexagénaire tente alors de mettre fin à ses jours. Sans succès. Le quotidien infernal du couple reprend alors jusqu'à ce jour de juillet 2013 où le retraité craque et commet l'irréparable. Alors, Véronique était-elle vraiment le bourreau que son mari décrit? Les jurés trouveront-ils des circonstances atténuantes à Pierre? Ou le condamneront-ils avec la plus grande sévérité? À Tarbes, le 10 novembre 2016, 3 ans après la mort de Véronique, Pierre comparaît pour meurtre devant la cour d'assises des Hautes-Pyrénées. Dans la salle, la tension est palpable. L'ambiance de ce procès, elle est un petit peu, je dirais, à la curiosité, à l'étonnement, parce que effectivement, c'est quand même un meurtre qui n'est pas banal. Tuer quelqu'un de 3 coups de pelle-bêche, ça ne se voit pas tous les jours. Donc on attendait à voir arriver quelqu'un peut-être d'un peu flamboyant, quelqu'un d'un peu sombre, et on a vu arriver un homme certes grand, mais tout pâle, vraiment monsieur tout le monde, avec un visage blafard, vraiment pas le profil d'un type qui fait éclater la tête de sa femme. Sur le banc des parties civiles, Joséphine, alors âgée de 20 ans, attend des réponses. Elle revoit son beau-père pour la première fois depuis le drame. Je suis un peu mitigée, oui j'ai hâte parce que je me dis que j'aurais peut-être le fin fond de l'histoire vu que je ne sais pas les détails et en même temps oui ça m'inquiète, je suis anxieuse parce que c'est un procès et puis c'est toute votre vie qui est déballée donc du coup c'est un peu compliqué. D'autant plus que le portrait de la mère de Joséphine, dressé par les différents témoins, est loin d'être élogieux. Véronique est décrite comme une femme violente, physiquement et psychologiquement. Son premier mari viendra déposer à la barre. D'ailleurs, ça va faire un peu l'effet d'une bombe parce qu'il va décrire une femme violente qui lui a donné des coups à lui. Il y a également la mère de Véronique qui va déposer. Et là aussi, c'est très édifiant. Elle va décrire sa fille comme étant quelqu'un de violent, de manipulatrice, de jalouse. Durant l'audience, Pierre lui exprime des regrets. Il affirme que malgré les difficultés rencontrées, il aimait son épouse. Il demande pardon, il est massivement coupable, mais il faut le juger équitablement. Dans ce type de situation, la peine encourue, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Comment voulez-vous que des jurés lui infligent la réclusion criminelle à perpétuité, alors qu'en réalité, on a bien compris que c'est un triste cire, que c'est un homme qui, de toute façon, pourrait finir derrière les barreaux. Il est déjà très esquinté par la vie, sa santé est chancelante, donc on a bien compris qu'il ne faut pas tirer davantage sur l'ambulance. Après 5 jours de débat, Pierre, alors âgé de 68 ans, est finalement condamné à 12 ans de réclusion criminelle. Une peine plutôt clémente qui satisfait malgré tout les parties civiles. À l'énoncé du verdict, je suis contente parce qu'il a été jugé.
Maintenant, forcément, on attend toujours plus parce que voilà, c'est un meurtre, on enlève une vie. Mais bon, c'était déjà ça, on avait quand même gagné quelque chose. Aujourd'hui, à Buzon, la vie a repris son cours. Mais tous se souviennent du terrible drame qui a coûté la vie à Véronique. Joséphine, sa fille, est devenue mère à son tour et se bat au quotidien pour aller de l'avant. Maintenant, ça va un peu mieux. J'ai eu une période difficile où j'ai perdu beaucoup de kilos parce que forcément, c'est compliqué. Maintenant, ça va mieux. On n'a pas le choix que d'avancer. J'ai une petite fille, donc maintenant, j'ai pas le choix d'avancer. Il faut rebondir. Ça s'efface pas, ça s'oublie pas. Ça fait partie de la vie, mais on est obligé d'avancer avec. Crime en Occitanie se rend à présent dans l'Aveyron pour vous raconter la tragique histoire de Jean-Paul, un garagiste de 49 ans, froidement abattu sur son lieu de travail à l'été 2010. Découvrez cette affaire bouleversante pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire de Jean-Paul, un père de famille de 49 ans, apprécié de tous, qui va trouver la mort dans de tragiques circonstances. Un crime sur fond de rivalité amoureuse, commis de sang-froid et qui va choquer toute la région aveyronnaise. C'était des menaces devant plusieurs personnes. Je vais le plomber, je vais le tuer. Nous sommes à Espalion, dans la vallée de l'Aveyron. Traversée par le Lot, cette commune de 4000 habitants est réputée pour son patrimoine historique très riche. Espalion est une ville très calme et c'est une petite ville, un grand village, avec pas mal de personnes originaires de Paris qui reviennent sur la région après avoir travaillé en région parisienne. Et c'est une ville assez commerçante et très très calme. Mais le 18 août 2010, alors que les habitants profitent de la douceur des derniers moments estivaux, un événement dramatique va venir bouleverser cette belle journée. Aux alentours de 12h30, les gendarmes reçoivent un coup de fil, pour le moins alarmant. Il y a le téléphone qui sonne à la gendarmerie et une femme qui appelle à l'aide parce que son mari vient d'être abattu apparemment sous ses yeux d'un coup de fusil et elle appelle les secours parce qu'elle raconte qu'il est en train de se vider de son sang. Aussitôt, les gendarmes d'Espalion se rendent à l'adresse indiquée, un garage automobile bien connu dans la région, tenu par Jean-Paul, 49 ans. Sur le parking, il se retrouve alors face à une scène glaçante. Quand les gendarmes arrivent, il y a le corps de Jean-Paul avec près de lui Martine, son épouse, et un autre homme. Sous le choc, Martine et Frédéric, un employé du garage, veillent sur le propriétaire des lieux qui est étendu sur le sol dans une mare de sang. Mais malgré la rapide intervention des secours, pour Jean-Paul, il est trop tard. Très vite, le SAMU indique que la blessure est au-delà de toute ressource thérapeutique et le médecin du SAMU va constater le décès sur place alors qu'il est allongé au sol. Alors, que s'est-il passé sur le parking de ce garage automobile? Qui s'en est pris à Jean-Paul? Entendu par les enquêteurs, sa femme Martine sera-t-elle en mesure d'identifier le tireur? À Espalion, les gendarmes se déploient sur la scène de crime. Mais coup de théâtre, la femme de Jean-Paul leur indique que le tireur se trouve toujours sur les lieux. Martine va leur dire immédiatement « Faites attention, il est un peu plus loin, il est armé, faites attention à vous. » Les forces de l'ordre se précipitent alors à l'endroit indiqué.
et découvre un homme au sol, un fusil entre les jambes. Donc il est blessé au niveau de l'épaule gauche, mais il apparaît que il n'est pas en urgence vitale. Alors que le tireur est évacué à l'hôpital par hélicoptère, sans pouvoir être entendu, les enquêteurs procèdent aux premières constatations sur le corps de Jean-Paul. Le médecin du SAMU va vite examiner la victime. Il s'aperçoit qu'elle est gravement atteinte, notamment au niveau du dos, par une plaie extrêmement importante d'environ 8 cm de diamètre et qui résulte de toute évidence d'un tir au fusil de chasse. Les proches de Jean-Paul sont sous le choc et l'annonce de la mort du garagiste de 49 ans secoue la région aveyronnaise. La mort de Jean-Paul a entraîné un certain émoi parce qu'il était connu, il était estimé. C'était un personnage unanimement respecté, Ce drame est d'autant plus incompréhensible que d'après Martine, les deux hommes se connaissaient bien. En effet, le tireur n'est autre qu'un ami de la victime que nous appellerons Patrick. Alors amis ou copains, en tout cas ils se connaissent assez bien et ils partagent ensemble le plaisir de bons repas aveyronnais, de soirées. Enfant du pays, Jean-Paul attirait la sympathie de tous ceux qui croisaient sa route. Il avait été d'abord magasinier dans l'entreprise de pièces détachées, et puis il a monté les magasins dans l'Aveyron, et puis il a dirigé les magasins de l'Aveyron, et il était en train de diriger le magasin qui s'était créé à Lyon, toujours dans la même société. C'était un homme unanimement apprécié par ses employeurs, par ses collègues de travail, c'est-à-dire un homme vraiment qui véhicule des valeurs tout à fait remarquables de gentillesse, de tolérance et surtout de dialogue. Côté cœur, Jean-Paul épouse Martine en 1982. 2 enfants naissent de leur union et la famille coule des jours heureux pendant presque 30 ans. Ensemble, ils ouvrent le garage d'Espalion. Mais la passion des débuts s'essouffle peu à peu. Et en janvier 2010, 6 mois avant les faits, le couple se sépare. Martine refait alors sa vie avec Frédéric, un employé du garage, tandis que Jean-Paul côtoie une jeune pharmacienne que nous appellerons Françoise. Tous les deux se sont éloignés petit à petit. Chacun a rencontré quelqu'un d'autre, mais finalement, ils ont gardé de suffisamment bonnes relations ensemble pour que ça se passe sans aucun conflit et qu'ils puissent continuer à exploiter le garage ensemble, à se voir tous les jours, sans que ça pose de difficultés particulières ni à l'un ni à l'autre. Quant à Patrick, 53 ans, le supposé tireur, il est également très apprécié dans la région. Fils de berger, il connaît une enfance extrêmement difficile dans la campagne aveyronnaise. Sa mère fait de lui son souffre-douleur. C'est un enfant martyr. Voilà. Avoir une enfance difficile, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui sont confrontées à ça. S'agissant de lui, on parle d'enfant martyr, on parle d'enfant maltraité. Malgré cette enfance traumatisante, Patrick parvient à trouver la voie du succès. Il est devenu électricien. Et avec ce métier, en fait, il s'est ouvert une formidable échappatoire parce qu'il est devenu éclairagiste pour une boîte de production qui faisait tourner des artistes de l'époque. Dans les années 80, des artistes comme Gold, notamment le groupe de Toulouse. Donc lui, il est passé du stade de fils de berger dans une ferme un peu miséreuse de l'Aveyron à côtoyer les stars et à faire des tournées et à vivre comme ça un peu cette vie de spectacle. À la fin des années 90, toujours plus ambitieux, Patrick décide d'ouvrir une discothèque pour seniors en plein cœur de l'Aveyron. C'est l'homme de la nuit dans l'Aveyron. C'est lui qui a créé... il a créé une première boîte de nuit qui a bien fonctionné, puis ensuite il a ouvert le Jour. Et le Jour, c'est la référence. C'est la discothèque de l'Aveyron. C'est sa fierté. C'est son bébé. À l'époque, l'établissement avait même fait l'objet d'un reportage au journal de 13h. Il y avait un panneau à louer ou à vendre.
Et comme j'ai pas trop d'argent, j'ai loué. Et après j'ai monté, il y avait quand même beaucoup de discothèques dans l'Aveyron. Et j'ai fait un produit que les autres ne faisaient pas. Le profil de l'homme de 53 ans semble donc bien éloigné de celui d'un meurtrier. Mais alors, pourquoi Patrick a-t-il tiré sur Jean-Paul? Comment leur amitié a-t-elle viré au drame? Et que vont découvrir les enquêteurs en se plongeant dans l'intimité des deux hommes? À la gendarmerie de Rodez, alors que Patrick le tireur est toujours hospitalisé et dans l'incapacité d'être auditionné, les enquêteurs cherchent à comprendre le drame qui vient de se jouer au garage d'Espagno. Ils auditionnent donc Martine, témoin du meurtre de son mari. Elle leur livre alors un récit qui fait froid dans le dos. Tout commence lorsqu'elle appelle Patrick, le matin des faits. Sa voiture était en réparation chez eux, et elle lui dit « Tu peux venir chercher ta voiture, elle est prête. » Vers 12h05, il arrive au garage d'Espalion, il ouvre la porte du garage, il tombe sur Martine, son compagnon et Jean-Paul qui sont en train de déjeuner. Il va simplement dire à Jean-Paul de sortir. Jean-Paul se lève, il sort. Quelques secondes plus tard, Martine entend une forte détonation. Martine se précipite à l'extérieur et elle a une vision d'horreur. Jean-Paul est allongé sur le sol, dans une mare de sang. Elle relate aux gendarmes que Frédéric, son nouveau compagnon, serait alors parti chercher de l'aide, tandis qu'elle aurait appelé les secours avant d'essayer de sauver le père de ses enfants. Mais Patrick s'interpose. Il va lui dire « n'avance pas, et elle va lui dire « fous le camp, fous le camp ». Et il va partir, c'est à ce moment-là où il va partir derrière le garage. Interrogé sur les raisons qui ont poussé le patron de discothèque à tirer sur son ami, Martine offre une première piste aux enquêteurs, celle d'une rivalité amoureuse. Martine indique aux enquêteurs que derrière la mort de Jean-Paul, il y a Françoise. Françoise, c'est la compagne de Jean-Paul. Mais c'est également l'ex-compagne de Patrick. Françoise et Patrick étaient séparés depuis le début des années 2010. Mais lorsque l'homme de 53 ans apprend que son ami Jean-Paul entretient une relation avec son ancienne compagne, il devient fou de jalousie et commence à faire de la vie de son ami un enfer. C'était des appels, c'était des menaces devant plusieurs personnes. Je vais le plomber, je vais le tuer. Il ne pourra pas marcher pendant longtemps. Des menaces incessantes qui étaient des menaces de mort en réalité. Des menaces extrêmement virulentes, confirmées par différents témoignages. Il y en a plusieurs. La patronne du bar en particulier, le maire de la commune, des amis qui viennent dire mais bien sûr il a toujours dit qu'il voulait tuer Jean-Paul. Et seulement 2 jours avant le drame, Patrick aurait tenté de mettre ses menaces à exécution. Lundi 16 août, il se rend au garage. Il n'a aucune raison de se rendre au garage. Il est accompagné du portier de sa discothèque, quelqu'un d'assez baraqué. Jean-Paul n'est pas là. Il tombe sur Martine et manifestement, il veut montrer qu'il veut en découdre et qu'il est accompagné de la personne qui serait susceptible de casser la figure à Jean-Paul. Après cet épisode, le garagiste de 49 ans prend peur et il décide de porter plainte contre Patrick à la gendarmerie. Il signale les faits et le gendarme lui dit « mais oui, on peut enregistrer une main courante ou une plainte, mais il nous faut des noms de témoins. » À partir du moment où le gendarme lui dit « il nous faut des noms », Jean-Paul va dire « mais non, je ne veux impliquer personne. Je ne veux pas que quelqu'un soit inquiété de mes problèmes personnels. » Alors, une fois sorti de l'hôpital, que va déclarer Patrick aux enquêteurs? Le roi de la nuit avéronaise sera-t-il en mesure d'expliquer son geste? Et qui se cache vraiment derrière cet homme, apprécié de tous?
À la gendarmerie de Rodez, 2 jours après les faits, Patrick est enfin en état d'être entendu. Placé en garde à vue, l'homme de 53 ans commence par raconter aux enquêteurs son coup de foudre pour Françoise, de 12 ans sa cadette. Ils se rencontrent dans la discothèque un soir autour d'un verre et un témoin viendra dire que lorsqu'elle les a vus danser ensemble, elle a compris effectivement que Françoise allait l'ensorceler. C'est ce qui s'est passé. Mais après plusieurs mois de relation, elle décide de le quitter. Pour Patrick, c'est un véritable coup de massue. Alors, lorsqu'au mois d'avril, 4 mois avant le drame, il la surprend dans les bras de son ami Jean-Paul, il entre dans une colère noire. Mais selon lui, c'est le garagiste qui le harcelait, et non l'inverse. Il va commencer à expliquer que la tension était extrême entre lui et Jean-Paul, que Jean-Paul le narguait en quelque sorte, se vantait d'être avec son ancienne compagne. Il y a eu des lettres, il y a eu des messages, on va dire, provocants, avec des cris de femmes en arrière-plan. Alors, selon Patrick, le jour du drame, lorsque Martine lui demande de venir au garage, il prend un fusil dans sa voiture, au cas où il devrait se défendre. Mais les choses tournent mal. Ce qu'il va dire dans un premier temps, effectivement, c'est que quand il a vu Jean-Paul, quand il s'est retrouvé face à lui, il a eu un espèce de coup de sang et qu'il est allé chercher son fusil et qu'il a tiré sans véritablement comprendre ce qu'il faisait, quoi, comme une espèce de bouillonnement qu'il a dépassé. Il a vu rouge, il a pris son arme, il a tiré. Il affirme avoir ensuite voulu mettre fin à ses jours, horrifié par le geste qu'il venait de commettre. Il va certifier qu'il a véritablement cherché à se donner la mort en se tirant un coup de fusil et que c'est le canon de l'arme a glissé en quelque sorte et que c'est pour ça qu'il s'est blessé à l'épaule et pas alors qu'il voulait se tirer sous le menton. Mais les explications de Patrick ne convainquent pas les enquêteurs. Et à l'issue de la garde à vue, l'homme de 53 ans est mis en examen pour assassinat. Pour en savoir plus, les gendarmes auditionnent ensuite Françoise, qui est au cœur de ce trio amoureux. Selon elle, son histoire avec le patron de discothèque n'était qu'une simple amourette. Mais celui-ci n'a pas digéré leur rupture et lui a fait vivre un véritable enfer. Il va y avoir des faits de harcèlement téléphonique. Il va y avoir des faits de dégradation de véhicules, de dégradation de boîtes aux lettres, de poignées de porte. Avec une particularité pour Françoise, c'est que au mois de juillet 2010, et là on est à 1 mois avant le drame, il va lui asséner des coups de poing dans la figure alors qu'elle est au volant de son véhicule. Patrick ne supporterait donc pas qu'on le quitte et deviendrait agressif. Des accusations confirmées par Céline, son ex-femme. Céline va raconter aussi une histoire terrifiante, avec des menaces de mort, des menaces téléphoniques, des dégradations de son véhicule, des inscriptions salaces sur les murs de l'école où elle travaille. Elle a vécu pendant plusieurs années, pratiquement 3-4 ans, un véritable enfer. Alors, Patrick a-t-il dit toute la vérité aux enquêteurs? Les résultats de l'autopsie de Jean-Paul et les analyses balistiques confirmeront-ils sa version? A-t-il vraiment agi sur un coup de tête ou avait-il prémédité son geste? À Rodez, une semaine après le drame, une perquisition est menée au domicile de Patrick. Les gendarmes constatent rapidement que le patron de discothèque voue un véritable culte à Françoise. Un certain nombre de photos vont être trouvées et des photos qui sont des photos de Françoise, des photos de Françoise seule ou des photos de Françoise avec lui. Et derrière, on a ces messages. Je t'aime, reviens-moi, tu es la femme de ma vie. D'après les analyses téléphoniques, Patrick appelait des voyants jusqu'à 30 fois par jour pour faire revenir la jeune femme.
moyennant la somme de 6 000 €, ce qui n'est pas rien. Il avait sollicité l'intervention de voyants qui ont fait leur travail, mais certainement pas dans le bon sens, puisqu'il y avait ces photos pour faciliter le retour de l'être aimé. C'est classique, hein. Je t'aime, il y avait des bougies, il y avait des potions, un peu de poudre de perlimpinpin. Les enquêteurs retrouvent également les lettres et les messages de provocation dont leur avait parlé Patrick pour justifier sa peur de Jean-Paul. Après enquête, il s'avère que l'auteur de ces messages n'était pas le garagiste, mais une connaissance de Françoise. Le patron de discothèque connaissait d'ailleurs parfaitement la véritable identité de leur émetteur. Au départ, il dit c'est Jean-Paul, mais il sait très bien que c'est pas Jean-Paul. Mais il est à la recherche, sinon d'une explication. Il est à la recherche d'une excuse. Il faut bien qu'il donne les raisons pour lesquelles il tue Jean-Paul. Car l'étude de la téléphonie révèle que les messages envoyés par le garagiste à son ami Patrick sont d'une toute autre teneur. Il est au courant, il sait qu'il veut le tuer. Il lui dit « Dis-moi pourquoi tu veux me tuer. Dis-moi, je suis avec Françoise à un moment où tu n'es plus avec elle. Donc dis-moi pourquoi tu veux me tuer. J'ai envie de vivre. Pourquoi veux-tu me tuer ?» Et l'autre ne répond pas, fait semblant de ne pas avoir reçu les messages. Jean-Paul a donc essayé d'apaiser la situation, sans succès. Craignant pour sa vie la veille du drame, il a même mis fin à sa relation avec Françoise. Mais d'après les résultats de l'autopsie, Patrick ne lui a laissé aucune chance. L'autopsie va révéler que la munition qui a été utilisée est une munition pour du gros gibier. On tue le chevreuil avec ça. Donc c'est évident que ça a entraîné des dégâts considérables. Un tir à bout portant qui dénote une véritable détermination. Et les résultats des analyses balistiques vont également mettre à mal la version du mis en examen. Lorsqu'il explique la scène de crime, il explique qu'il prend le fusil, qu'il se retourne et qu'il tire sur Jean-Paul. Lui, l'image qu'il voit, c'est Jean-Paul qui lui fait face. D'un point de vue balistique, on a une différence puisque les experts expliquent finalement que Jean-Paul était en train de s'enfuir, en train de tourner. Mais ce n'est pas tout. Les déclarations de Patrick concernant sa tentative de suicide sont également incohérentes, selon les experts. On s'est aperçu que la blessure provoquée à son épaule gauche n'avait pu être tirée qu'avec le fusil placé quasiment à l'horizontale dans l'axe de l'épaule et non pas avec un fusil placé sous le menton. Patrick n'aurait donc jamais eu l'intention de mettre fin à ses jours. Réentendu et mis face à ses contradictions, l'homme de 53 ans craque. Il dit « Je ne conteste plus rien, je reconnais tout, je reconnais la préméditation, je reconnais que j'ai tué volontairement Jean-Paul. » Le patron de discothèque revient alors sur cette matinée tragique où il a décidé d'abattre son rival. Il prend l'arme chez lui, il charge l'arme, il fait le chemin, il y a une 50aine de kilomètres je crois, il arrive là-bas, il fait sortir Jean-Paul. C'est un guet-apens en réalité. Mais si Patrick reconnaît la préméditation, il persiste cependant à dire qu'il a tenté de se suicider. Alors, le procès à venir permettra-t-il de faire toute la lumière sur cette sombre affaire? Quel sera le comportement de Patrick durant l'audience? Et les proches de Jean-Paul seront-ils satisfaits du verdict? Le 13 janvier 2014, 3 ans et demi après les faits, le procès très attendu de Patrick s'ouvre devant la cour d'assises de l'Aveyron. L'homme encourt la réclusion criminelle à perpétuité. L'ambiance est lourde parce que c'est à Rodez, parce que c'est au cœur de l'Aveyron, parce que le drame s'est déroulé au cœur de l'Aveyron, que le drame a concerné 2 personnes connues dans l'Aveyron, de manière différente, mais connues incontestablement. Dès le début de l'audience, le patron de discothèque cherche à attendrir les jurés en assumant son geste.
qui va dire au juré « c'est moi qui suis le seul responsable, ce pauvre Jean-Paul, je mérite la peine de mort ». Une déclaration qui ne convainc pas les proches de la victime. D'autant plus que l'accusé ne reconnaît toujours pas avoir mis en scène son suicide. Et les témoignages de ses anciennes compagnes ne vont pas redorer son image. Plusieurs vont venir raconter à la barre qu'elles ont subi une jalousie totalement exacerbée et un changement de comportement qui va se mettre à leur faire vivre un enfer. Au terme de 5 jours de procès, l'avocat général requiert 20 ans de réclusion criminelle. Mais les jurés estiment que c'est insuffisant. Patrick est finalement condamné à 24 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté de 16 ans. Les parties civiles n'ont pas émis de joie particulière à l'énoncé du verdict. C'était simplement un soulagement que l'accusé soit mis à l'écart de la société un certain temps. Voilà ce qu'elles ont ressenti. Mais Patrick fait appel de cette décision. Et le 30 septembre 2017, il est finalement condamné à 1 an de plus, soit 25 ans de réclusion criminelle. Aujourd'hui, à Espalion, personne n'a oublié Jean-Paul, cet homme si chaleureux, à qui la vie semblait avoir encore tant de choses à offrir. Pour ses proches, rien ne sera plus jamais comme avant. La douleur des parties civiles est intacte. Et ce sont des enfants absolument inconsolables. Le manque, l'absence de père,